Bienvenue à tout le monde pour ce premier webinaire de Zenplot. Pendant ce webinaire, je vais vous apprendre un petit peu comment fonctionne Zenplot, quel est l'état d'esprit derrière Zenplot, comment créer quelques visualisations que vous pourrez ensuite intégrer dans vos présentations. Moi, je m'appelle Jules, je travaille chez Adinsoft en tant que responsable produit de Zenplot. Et donc, vous vous demandez sûrement pourquoi encore un logiciel de visualisation de données, il en existe déjà énormément, et c'est vrai que c'est le cas, sauf que contrairement à la plupart des logiciels de visualisation de données qui vont permettre de créer des dashboards ou de voir des données évoluer en temps réel sur des bases de données connectées, etc., Zenplot, faut plus le voir comme un outil qui va vous permettre de créer vos graphiques. Si vous avez une idée d'un graphique en tête, c'est avec Zenplot que vous allez pouvoir y arriver. En combinaison, en combinant différents calques, etc., vous allez pouvoir avoir accès à un large éventail de possibilités de visualisation. Donc, un des gros bénéfices aussi de Zenplot, en dehors de toutes ces possibilités, c'est de pouvoir exporter votre visualisation au format vectoriel, donc SVG. Ce format, c'est un format qui va vous permettre de ne pas perdre en qualité lorsque vous redimensionnez votre graphique sur votre support de présentation. Et du coup, ça va être plus facile à travailler que les formats standards JPEG ou PNG. Et éventuellement, si vous travaillez dans une entreprise où les visualisations que vous intégrez dans vos rapports sont traitées avant par une équipe de designers, ils vont aussi beaucoup apprécier le fait de travailler plutôt avec des graphiques au format vectoriel plutôt qu'avec des images fixes. Donc cette partie vectorielle et manipulation des graphiques vectoriels, je vous la montrerai à la fin du webinaire, on essaiera d'importer une visualisation dans PowerPoint. Euh, donc pour ce webinaire, j'ai préparé trois visualisations. On va utiliser des jeux de données issus de données Kata. Donc je vais d'abord un peu vous expliquer ce qu'est un jeu de données Kata. Donc kata, ça veut dire check all that apply. Donc ça veut dire qu'on va cocher tout ce qui s'applique à un produit. C'est utilisé beaucoup dans les formulaires pour avoir des descriptions sensorielles d'un produit par un panel. Donc ici par exemple, si on prend le cas de notre jeu de données, on a demandé à 119 juges d'évaluer 5 produits. Donc ici, ce seront 5 pommes. Chaque juge va évaluer ces 5 produits. Et par exemple ici, ce juge numéro 43, lorsqu'il évalue la pomme 257, on lui demande de cocher tous les mots ou les expressions qui décrivent au mieux ce produit. Donc ici, lui, s'il a coché ferme et juteux, on va appliquer des 1 dans le jeu de données associé, là où il a coché les attributs. Donc cette question-là, pour ce juge, elle est représentée par cette ligne-là dans le jeu de données. C'est le juge numéro 43 qui a évalué le produit numéro 257. Il lui a donné une appréciation de 8, parce qu'on lui demande aussi de donner une note à quel point il aime ce produit, de 0 s'il le déteste, à 10 s'il l'adore. Et du coup, il a coché les attributs fermes et juteux. Donc, on va mettre des 1 dans les cases fermes et juteux. Et il y aura une variable par attribut. Donc, j'ai pas tout représenté ici, mais on aura une variable sucrée, amère, intense, aigre, croustillant, savoureux, etc. On lui demande également de cocher les attributs qui décriraient au mieux le produit idéal, qui n'existe pas, mais qu'il se représenterait dans son esprit. Et donc ici, admettons qu'il continue de cocher ferme et juteux. On a également cette information dans cette ligne-là, cette fois du jeu de données. Et là, on ne donne pas d'appréciation pour le produit idéal parce on suppose que ça vaudrait un 10 sur 10. Je vais vous montrer un peu plus en détail les jeux de données.
Donc ici, c'est le jeu de données vraiment brut qu'on récolte à l'issue de cette récolte de données. On va avoir ce dataset et à l'aide, donc c'est un jeu de données sur lequel on peut faire énormément de tests statistiques ou de méthodes statistiques. Euh, et c'est comme ça que j'ai créé les trois jeux de données qu'on va utiliser pour ce webinar. Moi, j'ai utilisé XLStat pour créer ces jeux de données parce que ça va être, il y a des calculs qui sont faits, des calculs de variables qui résument l'information, etc. Mais ce n'est pas du tout un prérequis pour utiliser Zenplot. Vous pouvez très bien créer ces jeux de données comme bon vous semble, ou même vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de données que vous voulez dans Zenplot. C'est juste que là, moi, j'ai utilisé XLStat pour avoir les résultats, si ça vous intéresse d'avoir ce même genre de graphique. Donc, je vais commencer par vous présenter le premier jeu de données, qui est le jeu de données bar chart. Donc, c'est simplement les attributs, ici. Donc, juteux, ferme, croustillant, sucré, etc. Et le pourcentage de fois qu'ils ont été cochés. Donc, ça veut dire que ici, juteux, il a été coché 63% du temps par les juges. Donc, on va commencer à ouvrir Zenplot. Il était déjà ouvert. Et donc voici l'interface de Zenplot. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil, donc avec des inspirations que vous pouvez ouvrir pour voir un peu. Ce sont des projets préformatés qui peuvent vous donner des idées pour la suite. Il y a aussi quelques petites vidéos qui peuvent vous aiguiller sur comment utiliser Zenplot au début. Donc ici, on va se diriger vers l'espace projet. Donc pour l'instant, mon espace projet, il est vide, tout simplement parce que j'ai pas encore créé le moindre projet dans Zenplot. Alors je vais y aller, mais c'est ici que tous les projets du coup seront sauvegardés par la suite. Donc je vais créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, il faut que j'importe un jeu de données, parce qu'un projet va être composé de un ou plusieurs jeux de données et de une ou plusieurs visualisations. Mais donc la première étape pour créer un projet, c'est d'y associer un jeu de données. Donc c'est ce que je vais faire. J'appuie sur Ajouter un projet. Ici, je vais renommer le projet Kata. Et je vais aller sélectionner un fichier sur mon PC qui est donc le fichier que je viens de vous présenter, Kata Bar Chart. Ensuite, donc il a bien été sélectionné, je vais passer à la deuxième étape de notation. Ici, vous avez en fait un cadre qui vous permet de prévisualiser comment vos données vont être importées avec ce paramétrage actuel. Donc là, on voit que si je continue l'importation comme ça, mon jeu de données va être importé comme une grosse variable, euh, et c'est pas ce qu'on veut puisque nous, notre jeu de données, il a deux variables. Donc, on va venir jouer avec les différents paramètres, puis en cliquant sur Appliquer le paramétrage, ça va mettre à jour la prévisualisation, et du coup, on pourra voir si on s'apprête à importer correctement nos données ou pas. Donc ici, je vois qu'entre chaque valeur, ce sont des virgules. Donc pour le séparateur, je vais venir choisir virgule. Et il n'y a pas de séparateur décimal, il n'y a pas d'identificateur de texte. Donc ici, le libellé des variables correspond bien à la première ligne. Ça va être attributes et checked. Donc je viens appliquer le paramétrage ici. Et on voit que là, la prévisualisation s'est mise à jour. Et également, j'ai mon sommaire qui me dit il y a bien 15 lignes et 2 colonnes. Donc je sais que mon jeu de données va être bien importé. La deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est si le type des variables est bon. Donc ici, pour les pourcentages, on est bien sur du quantitatif. Et pour ma variable attributes, c'est bel et bien les observations, puisque chaque élément est unique. On n'a pas deux fois la répétition de juicy, soft, donc ça correspond bien à mes noms d'observation en fait. Donc, je vais pouvoir cliquer sur continuer.
Voilà, donc mes données ont bien été importées. Donc ici, on est dans Zenplot. Donc je vais vous présenter un petit peu l'interface. On est à l'intérieur de mon projet. Ici, il y a le nom du projet Kata que je peux éditer à n'importe quel moment. Et il se décompose en plusieurs éléments. Donc ici, c'est la barre qu'on a depuis tout à l'heure qui va vous permettre de retourner à votre espace projet, d'aller voir les inspirations ou les tutoriels ou d'avoir accès aux informations de votre clé de licence, etc. En bas du projet, on a nos jeux de données. Donc ici, c'est le jeu de données que je viens d'importer. Et en haut, on a des boutons qui nous permettent de naviguer entre les différentes visualisations de mon projet. Pour l'instant, je n'en ai pas encore fait une seule, donc je suis encore sur ma première visualisation. On a aussi le bouton qui nous permet d'appliquer différents thèmes. Le bouton pour accéder aux options d'axe. Le bouton pour accéder aux options de légende. Et ici, on a quelques options supplémentaires pour la couleur de fond de la visualisation et supprimer la visualisation. Donc, pour créer une visualisation, la première étape, ça va être d'ajouter un calque, ici en bas à droite. Et ici, cette grande barre, en fait, elle va stocker tous les calques que je crée pour faire ma visualisation. Alors pourquoi on appelle ça des calques? C'est parce qu'en fait, un calque correspond à un type de graphe, et on va pouvoir les superposer les uns sur les autres pour créer des graphes un peu plus élaborés que simplement un graphe. Donc ici, pour visualiser mes données, j'ai le choix entre ces 8 calques-là. Je vais commencer par créer un calque graphique en barre. Et ici, on me demande donc de sélectionner mon jeu de données. Je vais venir choisir le jeu de données Kata Bar Chart. Et on me demande les coordonnées X et les coordonnées Y. Pour les coordonnées X, je veux que ce soit mes attributs. Et pour les coordonnées Y, je veux que la hauteur de mes barres corresponde à ce fameux pourcentage de fois où ils ont été cochés. Après, on me demande le calcul sur Y. Ici, ça va avoir aucune incidence puisque ici, en fait, chaque attribut n'est présent qu'une fois. Donc que je prenne la somme de tous les astringents ou le minimum de tous les astringents ou le maximum ou la moyenne, ça va toujours rester 7 puisque astringent n'est présent qu'une fois. Donc ici, ça n'a pas trop d'importance. Je vais par exemple choisir somme. Confirmer. Et ici, on voit deux choses. Ici, il y a la barre d'options de ce calque qui est apparue, qui me permet de customiser ce calque graphique en barre. Et ici, on voit que ce calque est apparu. Donc je vais le renommer tout de suite parce que quand on cumule plusieurs calques, après, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc ici, j'ai accès à mes options, donc je peux revenir à tout moment changer les variables ou le jeu de données de ce calque. Ici, ce sont les options de contour, les options de remplissage, les options de la largeur des barres, etc. Donc, par exemple, ici, mes barres sont un peu fines. Je vais vouloir un peu augmenter leur épaisseur. Et ce qui me manque ici, j'aimerais bien en haut de chaque barre avoir la valeur des barres. Par exemple, ici, je sais qu'elle est au-dessus de 60, mais je ne sais pas exactement à combien elle est. Donc, je vais venir ajouter un nouveau calque ici. Et cette fois-ci, je vais venir chercher le calque étiquette qui va me permettre d'ajouter le texte en fait à ma visualisation. Donc je prends Kata Bar Chart toujours. Dans les coordonnées, je viens choisir Attributes, pourcentage checked. Et pour le nom des étiquettes, ça va pas être Attributes du coup. Je ne veux pas qu'en haut de chaque barre, ce soit marqué ferme, juteux ou etc. Je veux que ce soit la valeur qui soit marquée. Donc je viens chercher pourcentage checked dans les étiquettes. Je veux que la position des étiquettes soit centrée sur les barres. Je confirme. Et là, on voit que mes étiquettes sont apparues. Et un calque est apparu également. Je vais le renommer maintenant. Étiquette. Et on voit que selon le calque sur lequel je suis, la barre d'options change. C'est parce qu'il y a une barre d'options différente par type de calque. Donc ici, je vais vouloir personnaliser un peu plus mes étiquettes. Donc je vais venir dans les options de contour. Par exemple, disons que je veux enlever la bordure des étiquettes.
je vais venir dans les options de contour, je vais soit entre l'épaisseur, le type, la couleur, donc je vais juste appliquer une épaisseur de 0 pour supprimer le contour des étiquettes, et je trouve qu'on les voit pas beaucoup, donc je vais aller dans les options de texte, et dans la taille, je vais aller grossir un peu plus. Donc ici, on les voit mieux. Ce que je vais faire aussi, c'est que en arrière-plan, je trouve que les grilles qui correspondent à l'axe X n'apportent pas grand-chose à la visualisation, donc je vais venir les supprimer. Donc je vais dans les options d'axe, grille, et pour X, je viens décocher afficher la grille. Et voilà, il me reste plus que la grille des Y. Donc jusqu'à là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous présente un graphique en barre qui est un des classiques dans tous les logiciels de visualisation de données ou de graphiques. Il est possible de faire des graphiques en barre. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est à quel point on peut enrichir ces visualisations dans Zenplot en y ajoutant simplement des éléments. Par exemple, là, j'ai une expertise sur mes données qui me permet de savoir que entre les attributs qui ont été cochés moins de 10% sont significativement moins cochés que les autres, et les attributs cochés au-dessus de 50% sont significativement plus cochés que les autres. Donc, j'ai envie de mettre ça en évidence sur ma visualisation. Ce que je peux par exemple faire, c'est venir ajouter un calque, annotation. Ça vient de me créer un calque ici, que je vais renommer annotation. Et ici, par exemple, je peux venir ajouter du texte, des images ou des formes. Donc, si je veux venir créer une zone, en fait, pour délimiter ces bornes. Je viens la créer à la main. Et ici, l'avantage, c'est que je peux la dessiner à la main, mais je peux venir aussi insérer exactement les valeurs que je veux pour que la zone fasse la taille que je veux. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Une fois que j'ai réglé le format de la notation, je vais venir un peu éditer le contour. Et la couleur de remplissage, ici je vais prendre par exemple, je vais venir rajouter un peu de transparence pour qu'on voit à travers. Donc voilà, ici j'ai fini mon annotation, et ça m'a permis un peu d'améliorer ma visualisation qui, comme ça, avait cette information-là en moins. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est mes étiquettes, en fait, elles sont en dessous de cette annotation que je viens de créer. Du coup, le filtre transparent les rend un peu moins visibles, donc je peux mettre mes étiquettes au-dessus pour qu'elles deviennent plus visibles. Ce que je vous ai pas montré également, parce que ça n'avait pas d'intérêt pour cette visualisation, c'est qu'on peut vraiment lier n'importe quelle caractéristique à n'importe quelle variable du jeu de données. Et c'est ce qui permet aussi de créer différentes visualisations par rapport à une liste préétablie de graphiques qui seraient disponibles. Mes barres, ici, elles sont toutes de couleur uniforme, que je peux bien évidemment changer. Mais on peut aussi lier leur couleur à une variable, et n'importe quelle variable du jeu de données. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer avec Attributes. Ça vient me créer la légende automatiquement. Et ici, je peux je peux changer n'importe laquelle des couleurs. Ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en fait, avec l'expertise de n'importe qui sur ces données, on peut créer des variables de groupe ou des variables supplémentaires au jeu de données initial, si on trouve que ça a un intérêt derrière de les lier à des caractéristiques. Par exemple, on va pouvoir se dire, ah ben, cette variable-là, j'aimerais bien la lier à la taille des points. Cette variable-là, je vais la rajouter parce que je sais que je vais mettre un code couleur en plus en fonction des groupes, etc. Donc c'est là aussi la force de Zenplot, c'est qu'on va pouvoir lier n'importe quelle caractéristique à n'importe quelle variable. Ici, je reviens en uniforme. Voilà. Je viens rajouter un titre ici. Voilà, donc je vais sauvegarder ma visualisation.
Et ici, si je m'en vais de mon projet, on voit qu'il a été sauvegardé dans mon espace projet. Et du coup, j'y ai accès à n'importe quel moment, en recliquant dessus et en l'ouvrant. Je vais vous présenter maintenant le deuxième jeu de données qu'on a à notre disposition, qui est celui-là, Kata Heatmap. Du coup, cette fois-ci, il y a 3 variables. La variable consumer, donc ce sont les juges, la variable attribute et la variable checked proportion. Donc c'est un peu comme la visualisation d'avant, sauf que ici on va avoir l'information par juge et par attribut, alors que ici on avait l'information vraiment au global. D'ailleurs, on a oublié d'interpréter, mais du coup ici on peut voir que juteux et ferme sont significativement plus cochés que les autres attributs pour l'ensemble des pommes et le produit idéal, et granuleux, amer et astringent ont été cochés significativement moins. Donc ce sont des attributs qui sont moins utilisés pour décrire les pommes en général. Donc ici, on va avoir l'information en plus de quel juge a coché combien de fois tel attribut. Je vais donc importer ce jeu de données dans Zenplot. Ici, pour ça, je vais venir cliquer sur Nouveau jeu de données. Je vais venir le sélectionner. Ensuite, je clique sur Continuer. Et ici, comme tout à l'heure, on voit que ce sont plutôt des virgules qui sont mes séparateurs. Donc je viens cocher virgule. Et cette fois-ci, il y a des séparateurs décimaux, ici, qui sont des points. Donc je viens choisir point. Là, on voit que notre sommaire n'était pas bon de toute façon. Donc j'applique le paramétrage. Et ici, donc, on a bien nos 3 variables qui sont créées. Cependant, la variable pour consumer est considérée comme quantitative parce qu'il y a des chiffres, alors qu'en fait, ce sont des numéros d'identification. Donc ça aurait très bien pu être des numéros, enfin des noms d'identification. Donc c'est une variable qualitative en fait. Donc je viens changer le type de variable ici en qualitatif. La variable attribut, c'est bien une variable qualitative, et la variable checked proportion, c'est bien une variable quantitative. Donc, je viens cliquer sur continuer. Mes données ont bien été importées, je continue, et ici, on peut voir que dans mes jeux de données, j'ai ce fameux nouveau jeu de données qui est disponible. Donc je vais venir créer une nouvelle visualisation. Et voilà, ici, du coup, on repart comme tout à l'heure avec une visualisation sans calque. Donc on va venir créer un calque. Ici, ce jeu de données, il peut être représenté sous forme de heatmap ou carte de chaleur. Donc je viens cliquer sur ajouter un calque, carte de chaleur ou surface 2D. Et du coup, je vais venir choisir mon jeu de données. Ici, ce sera Kata Heatmap. Mes coordonnées en X, ça va être mes consommateurs. Coordonnées en Y, ça va être mes attributs. Je confirme. Et là, du coup, je vais vous mettre en blanc les contours pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Donc ici, chaque case de ce graphique correspond à une ligne du jeu de données ici. Par exemple, ici, cette ligne-là, donc le consommateur numéro 1 qui a noté, qui a 17% du temps coché l'attribut ferme, elle se trouve ici, cette case, à 1 et ferme. Le problème, c'est que pour l'instant, ce graphique, il nous apporte rien du tout, puisque on a choisi une couleur uniforme, qu'on peut changer, mais ça va pas nous apporter grand-chose de plus non plus. Donc ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller lier à une variable la couleur de remplissage. Et on va choisir checked proportion pour avoir un gradient de couleur qui se crée en fonction de la proportion de fois où elle a été cochée. Donc c'est-à-dire qu'ici, je peux venir éditer mes couleurs si je veux, si ces couleurs prédéfinies ne me conviennent pas.
Ça veut dire qu'ici, les cases bleues, ça veut dire que c'est des cas où il y a eu une faible proportion, et les cases rouges, une forte proportion. Donc globalement, ce qui se dessine, c'est que pour les attributs fermes, juteux et sucrés, et croustillants et savoureux, ils sont plutôt rouges sur toute la ligne, jaune-rouge. Donc ça veut dire qu'ils ont souvent été cochés. Et si je sauvegarde ma visualisation, et que je retourne sur ma première, effectivement, on voit que juteux, ferme, croustillant, sucré, ce sont des attributs qui ont été souvent cochés. Donc ici sur notre visualisation, ce qui dérange un peu, c'est que au niveau des étiquettes en X et en Y, ça se chevauche un petit peu, donc on va venir éditer ça. Et vous pouvez remarquer aussi que la légende du coup s'écrit automatiquement, et si on veut ne pas afficher la légende, ça se passe ici. On peut choisir de ne pas afficher la légende. Et on a aussi accès à la couleur de la boîte, etc. Des options un peu de personnalisation de la légende. Donc ici, je vais venir dans mes axes, dans l'onglet texte, dans l'onglet X et étiquette, pour, euh, pour personnaliser cette partie du graphique. Et du coup, je vais venir appliquer une rotation et baisser un petit peu la taille de mes labels pour qu'ils ne se chevauchent plus. Et en Y, pour les étiquettes toujours, je vais venir également appliquer une légère rotation pour que ce soit un peu plus clair. Donc ici, on voit bien que ça nous donne une valeur supplémentaire, parce que contrairement à la première visualisation, là, on a l'information par juge et par attribut. Je vais venir également retirer la grille pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc ici, je vais venir sauvegarder encore ma visualisation. Ensuite, on va s'attaquer du coup à la troisième visualisation, qui est celle-là, le symmetric plot. Donc j'ai pas le temps ici de vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est qu'une ACP, une analyse en composantes principales, mais je vous invite à aller voir si ça vous intéresse sur le Help Center de XLStat. Il y a beaucoup de tutoriels disponibles qui expliquent un peu plus en détail comment on la réalise dans XLStat, et même plus généralement qu'est-ce que c'est et dans quel cas ça va être utile. Ce que je peux vous dire, c'est que on a créé en fait deux nouvelles variables, f1 et f2, qui résument la quasi-totalité de la variabilité du jeu de données. C'est-à-dire que en utilisant juste ces deux variables pour visualiser mon jeu de données, je vais avoir une très bonne idée de quels sont les liens entre mes attributs, mes produits et le produit idéal. Donc il y a 4 variables. La variable name, donc il y a mes produits, le produit idéal, puis les attributs. La variable f1 qui a été calculée grâce à cet ACP, du coup, la f2 aussi. Et une variable de groupe qui va m'aider à identifier un peu quels points sont des produits, quels points sont des attributs et quel est le point idéal. Donc, on va venir encore une fois l'importer dans Zenplot en cliquant sur Nouveau jeu de données. Je viens sélectionner mon fichier Symmetric Plot. Je continue. Ici, ça a encore l'aide d'être des virgules, mes séparateurs. Ma première variable correspond bien aux observations. Mes f1 et f2 sont bien quantitatifs, et ma variable groupe est bien qualitative, donc je peux passer à la suite. Continuer encore. Et ici, du coup, dans mes visualisations, je viens en créer une nouvelle. Et cette fois, donc, je vais créer un simple nuage de points en renseignant mon jeu de données. Et mes coordonnées, donc les variables qui ont été créées par l'ACP F1 et F2 sont en fait les coordonnées X et Y de mon nuage de points. Là, j'ai des points qui sont apparus.
effectivement, là, j'ai mon calque, je vais le renommer point pour ça. Et sauf que ces points-là, ça m'apporte pas grand-chose de les voir tels quels. Il va falloir que, du coup, j'utilise mes autres variables pour enrichir ma visualisation. Donc, pour l'option de remplissage, au lieu d'avoir une couleur unique, je vais venir lier à ma variable groupe. On voit que la légende se crée directement. Ici, comme j'ai déjà dit, on peut venir modifier les couleurs si elles nous plaisent pas. Et donc là, on a l'information de quels points sont des produits, quels points sont des attributs et quel point est le point idéal qui est ici. Mais je vais venir, pour ce type de graphique, en ACP, c'est important qu'on ait un graphique avec la même, le même intervalle sur l'axe X entre 0 et la partie droite, et entre 0 et la partie gauche du graphique. Donc ici, vu que tout est géré automatiquement, je vais venir dans les options d'axe. Et plutôt que de choisir l'option automatique, je vais venir choisir mes bornes moi-même. Donc je veux que ça aille de moins 1,5 à 1,5 en X. Et en Y, je veux que ça aille de moins 1 à 1, on va dire, pour y voir un peu plus clair. Je décide aussi de ne pas afficher la grille sur ce graphique. Et donc là, on sait quels points sont des attributs, quels points sont des produits, etc. Mais on ne sait pas quel point est quel attribut, ou quel point est quel produit. Donc je vais venir ajouter un calque label, comme tout à l'heure pour le graphique en barre, sauf que ici, pour le graphique, pour le calque point, scatterplot, on peut venir ici directement ajouter des étiquettes, et ça nous préconfigure en fait le calque étiquette avec les coordonnées, les mêmes coordonnées que pour le nuage de points, et ça vient nous choisir la variable observation du jeu de données pour étiquette, donc c'est ce qu'on veut ici. En revanche, on veut que la position des étiquettes elle soit plutôt ajustée pour essayer d'éviter au maximum qu'elles se chevauchent les unes les autres. Je vais cliquer sur confirmer, et là du coup j'ai mes étiquettes qui sont apparues. Donc, comme pour tout à l'heure, moi j'aime pas trop laisser le contour sur les étiquettes, et je vais venir avec l'option de texte, je vais venir un peu grossir les étiquettes et surtout lier leur couleur à la même variable que pour la couleur des points, donc qui est la variable groupe. Donc ici vous voyez, j'ai utilisé lié à une variable une nouvelle fois, donc ça se rajoute dans la légende automatiquement. À chaque fois que je viens lier une caractéristique à une variable, la légende se met à jour. Cependant, ici, c'est à la même variable. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est éviter cette redondance dans la légende. Donc, ce que je vais faire, c'est, dans la légende, je décide de n'afficher que la couleur de remplissage des points, et non pas la couleur du texte de ce calque. Donc, je la décoche, et voilà. Pour cette visualisation, c'est aussi assez important d'identifier l'axe de l'origine, en fait, le point de l'origine. Donc cet axe-là qui va venir en x égale 0 et cet axe-là qui va venir en y égale 0. Donc je vais encore une fois venir créer une annotation. Cette fois-ci, je viens ajouter cette forme-là, un segment ou une ligne. Je viens la dessiner grossièrement à la main, mais je sais quels sont les points de début et de fin que je veux qu'elle respecte. Je vais venir un tout petit peu customiser le contour, histoire que ce soit un peu plus esthétique. Je vais venir créer la même chose sur cet axe-là. Hop, avec un gris du coup. Voilà. Ce que je souhaite aussi, c'est du coup mettre cette annotation plutôt en arrière-plan de ma visualisation. Donc je viens ici déplacer mon annotation en dessous. Et voilà, donc j'ai ma visualisation prête.
Il me manque juste les noms des axes que je peux me renseigner ici. Du coup, c'était F1 et F2. Et je peux sauvegarder ma visualisation. Donc maintenant que mon projet est fini, j'ai mes 3 visualisations dedans, je vais vous montrer comment les exporter au format vectoriel et quels avantages on peut avoir à avoir ce format dans, par exemple, PowerPoint. Donc je vais exporter toutes mes visualisations. Ici, je choisis mon format d'export. Je vais prendre du coup le format vectoriel. On me demande d'aller chercher un dossier, donc je sélectionne dossier sur mon bureau. Et ici, du coup, si je retourne sur mon bureau, j'ai mes visualisations qui ont été exportées. Donc, par défaut, si je les ouvre, elles s'ouvrent dans un navigateur web, mais également dans la plupart des logiciels de support de présentation. Si je viens ici ajouter une nouvelle diapositive, et que je juste drag and drop ma visualisation, elle arrive directement dedans. Et le gros avantage, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, si je la redimensionne, elle ne perdra pas en qualité. Ici, si je zoome, on voit qu'il n'y a pas de... c'est pas devenu flou. Ça va dans les deux sens. Si je l'agrandis, c'est pareil. Et surtout, l'option qui est disponible ici, par exemple, c'est de pouvoir dissocier les éléments. Et ça va me permettre d'avoir accès à chacun de mes éléments indépendamment les uns des autres. Donc ici, il n'y a pas énormément d'étiquettes, donc il n'y a pas beaucoup de chevauchement, mais ça permet de faire les derniers petits ajustements avant d'intégrer, enfin même sur votre support de présentation. Euh, voilà, et comme je disais tout à l'heure, s'il y a des gens qui retravaillent vos visualisations dans des équipes de designers, etc., ils ont beaucoup plus l'habitude de manipuler ce genre d'objets et ça va leur faciliter le travail en général. Une dernière petite chose que je voulais vous montrer sur Zenplot, c'est si vous exportez votre projet ici, par exemple toujours dans Kata Project, ça va venir me créer ici un projet.zen. Et du coup, c'est un projet que vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez échanger vos projets entre collègues si vous voulez travailler sur les mêmes sujets. Parce que, imaginons que moi, par exemple, dans mes projets, je viens supprimer le projet Kata. J'ai juste à venir ici dans Fichier, importer un projet Zenplot et venir choisir ce projet. Et il s'ajoute à mes projets qui sont enregistrés ici. Et du coup, j'ai juste à venir l'ouvrir. Et j'ai à ma disposition toutes les visualisations qu'on a réalisées tout à l'heure et les jeux de données. Et du coup, imaginons que moi, je veux venir changer le thème ou retravailler certains aspects de la visualisation. J'ai accès au projet comme ça. Donc voilà pour ce webinaire. J'espère que vous avez, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt de Zenplot comparé aux autres logiciels de visualisation sur le marché. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par email à support@zenplot.com ou même sur le support XLStat. Et je vous invite aussi à venir télécharger la version d'essai qui est gratuite sur notre site www.zenplot.com. Il suffit de remplir un petit formulaire et derrière, vous pouvez essayer gratuitement pendant 15 jours Zenplot avec une clé de licence. Et on va vous envoyer également un petit formulaire pour nous aider à améliorer nos webinaires, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau pour Zenplot. Donc voilà, si vous avez le temps aussi de remplir ce questionnaire, ça nous aidera à améliorer nos webinaires pour la suite. Donc merci encore à tous et à très bientôt.